Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 août. Confusion en Turquie avec le départ des équipes de sauveteurs et l'arrivée de personnel de santé. Des pluies torrentielles aggravent la situation des sinistrés. Il faut aussi aider psychologiquement les rescapés, dont les enfants. En direct d'Izmit, nous évoquerons avec Claude Sampère, notre envoyé spécial, les départs des premiers sauveteurs. Et avec le docteur Dalkilic, originaire de cette même région d'Izmit, ici sur ce plateau, nous évoquerons les besoins médicaux. Dans le secteur bancaire, on fait les comptes. La BNP aurait recueilli plus de 37% du capital de la Société Générale. Les syndicats de cette banque s'inquiètent et attendent la décision demain sur l'issue de la bataille bancaire. Pour la troisième fois dans l'histoire de l'athlétisme français, après Stéphane Diagana et Marie-Josée Pérec, Eunice Barber est championne du monde. Elle sera en direct de Séville dans ce journal et pourra dialoguer avec celui qui l'a découverte, on peut le dire, et aidé, Dominique Dufour. Cinéma et un coup de cœur pour cette rentrée sur nos écrans dès mercredi avec le film Augustin, roi du kung-fu, réalisé par Anne Fontaine. Il y aura juste une semaine, cette nuit, la terre tremblait violemment en Turquie. Les comptes sont terribles. Provisoirement, on a recensé 12 148 morts et 34 448 blessés. Mais la réalité à venir est tout autre. Les Nations Unies évoquent 40 000 morts et le gouvernement turc a demandé à la communauté internationale de lui livrer 45 000 sacs pour envelopper les corps des victimes du séisme. Pour les blessés, pour ceux qui ont survécu, les centres de soins ou les hôpitaux installés dans la zone la plus touchée commencent à fonctionner. Ainsi, celui mis en place par des Français à Agachi, où se trouvaient nos envoyés spéciaux Olivier Caroff et Jean-Jacques Le Garec. C'est leur premier patient. Il s'est blessé en essayant de sauver quelques meubles de sa maison. Une victime indirecte du tremblement de terre. L'antenne chirurgicale devait ouvrir dès ce matin. Mais à cause de la pluie, l'installation a pris du retard. On commencera demain matin quand tout le plancher sera fait et que toute la pharmacie sera rangée. Pour tout ce qui est urgence chirurgicale, on commence dès maintenant parce qu'on a fait. Donc là, c'est pas bien grave, elle reste au repos et ils reviennent demain matin s'ils ne peuvent pas avoir les médicaments à côté. Il faut encore tout retrouver. Secteur hospitalisation. On va découvrir petit à petit. Il y a 110 tonnes de matériel. Les dents classées sont poste de secours. La fracture n'est pas bien grave, un petit plâtre suffira. Mais pour les habitants d'Akiasi, c'est la première aide extérieure depuis 6 jours. À 50 km de l'épicentre, cette ville n'était pas prioritaire. Il y a une situation des grands hôpitaux de la région et que les petits hôpitaux n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la population. Et déjà en cours d'installation, vous avez déjà pu voir qu'il y a plein de gens qui venaient consulter. L'hôpital d'Akiasi, les militaires l'ont découvert hier soir. Ce sont les autorités turques qui ont décidé de les envoyer ici. Le séisme a provoqué la mort de 63 personnes et fait 230 blessés. Les médecins d'Akiasi ont fait face. On a vécu des choses très importantes ici, mais les importants est passé. Bah alors, on a commencé maintenant plutôt de faire des choses de routine, vous voyez. Pourquoi alors envoyer ici un hôpital militaire français? Sans doute autant pour réconforter que pour soigner cette population qui s'est précipitée à 2 heures du matin pour aider au déchargement. Et les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis ce matin sur le nord-ouest de la Turquie rendent encore plus difficiles les conditions des survivants. On a distribué en hâte des grands morceaux de plastique pour les protéger, mais beaucoup rassemblent leurs maigres bagages pour fuir une région devenue maudite. Commentaire Stéphane Bretner. Comme si le malheur des sinistrés ne suffisait pas, les éléments se déchaînent depuis ce matin. Dans les camps de sans-abri, la vie devient de plus en plus difficile. Après la chaleur de ces derniers jours, l'humidité et l'eau qui envahit les tentes, tous entassent tout ce qu'il reste de leur vie. Il y a plein d'officiels qui arrivent avec des sirènes qui hurlent. Ils bloquent toute la circulation. Et si nous avons un blessé, nous ne pouvons même pas passer. Où sont-elles ces voitures avec leur drapeau rouge? Personne n'est venu nous voir. Eux sont arrivés mercredi dernier, ils doivent déjà repartir. Les secouristes suisses et espagnols ont plié bagages cet après-midi, indésirable pour les autorités turques qui ne veulent plus de sauveteurs sur les lieux du séisme. Ils quittent le pays amer. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec la décision du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver des survivants?
Absolument. C'est tout à fait possible qu'en ce moment, on retrouve encore des personnes vivantes. Nous sommes en fin de matinée à Sinarchik. Les sauveteurs israéliens sortent des décombres cet enfant de 4 ans après 6 jours coincé sous le béton. Une vie sauvée qui ne semble pas faire fléchir le gouvernement turc. Sa priorité reste toujours la même, déblayer les gravats à coups de pelleteuses et de bulldozers. Un balai ininterrompu sous les yeux d'une population qui a du mal à comprendre. Ailleurs, la colère silencieuse, sur ces immeubles qui tiennent à peine debout, le nom du promoteur, à côté, le nombre de morts. Ici, 79 ont perdu la vie. Alors parmi les blessés, parmi les enfants restés prisonniers des amas de béton comme celui de 3 ans à Sinarchik, vous venez de voir, sorti vivant ce matin, un peu miraculeusement grâce au travail d'une équipe israélienne, beaucoup de ces enfants doivent recevoir non seulement des soins, mais aussi un appui psychologique. Des médecins turcs et français s'y emploient, comme le rapportent Claude Samper et Philippe Jasselin. Vous dessinez, vous dessinez ce que vous avez envie de faire, les images qui vous reviennent. Certains ont perdu leurs parents, d'autres leurs camarades d'école. Tous vivent à l'heure actuelle dans des conditions très précaires sous des tentes dans les ruines de Golchuk. À travers des techniques très simples comme le dessin, Emmanuel, infirmier psychiatrique, avec l'aide d'un médecin turc, essaye de leur redonner peu à peu la parole et la force de sourire. Au début, je pensais que c'était impossible de leur faire exprimer ce qu'il y avait en eux. Et pourtant, ça marche. Avec des questions simples et avec les dessins, ils nous disent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils veulent pour le futur, leurs rêves. Et ça marche. C'est une technique simple, efficace. 7 jours après le tremblement de terre, ils ne dessinent plus d'ambulances, plus de maisons écroulées, plus de brancards, plus de cadavres. Ils retrouvent une voix forte et les mots pour dire tout ce qu'ils ont vécu. Malia a 13 ans. En quelques minutes, elle nous raconte sa dernière journée avant le séisme, sa dernière promenade avec son ami. Elle évoque la nuit du drame, les cris des blessés, et sans faiblir, elle nous parle de la maison de son ami détruite. Aujourd'hui, elle a compris qu'elle ne la reverra plus. Un peu à l'écart du groupe d'enfants, un autre médecin s'occupe d'un adolescent. Depuis 7 jours, il sort des cadavres, des décombres. Là aussi, le médecin essaye tout doucement de lui faire exprimer sa souffrance. Quelque part ici, il a été dit qu'il ne fallait pas trop parler du tremblement de terre. Et nous, on est en train de dire qu'il faut exprimer ce qui a trait au tremblement de terre. Alors, le dessin, le poème sont des bons moyens pour qu'on se remette à parler, mais avec une certaine dignité, beauté, peut-être même, de toute cette peine. Avant notre départ, la petite Malia nous lira son poème sur le séisme. Celui qui tue les humains, celui qui détruit les maisons, celui qui tue. 7 jours après le drame, autour d'elle, ses petits camarades commencent déjà à retrouver le sourire. Alors depuis plus de 24 heures, Claude Samper, vous nous avez révélé les polémiques et les discussions entre les autorités turques et les équipes de secouristes. Alors ce soir, quelle est l'issue imposée par la Turquie ? Écoutez, ce soir, il n'y a plus de débat, plus de polémique. La discussion maintenant est terminée. Les secouristes étrangers doivent partir. Les secouristes français, par exemple, les unités de sécurité civile de Brignoles, de Nogent-le-Rotrou, qui ont accompli un travail formidable dans la ville de Yalova, eh bien, ces unités prennent le bateau dès ce soir, direction Istanbul, et elles seront dès demain en France. Les 76 pompiers et médecins qui ont travaillé dans la ville de Golchuk, rappelez-vous, hier soir, on vous montrait leur dernier sauvetage, des heures et des heures d'efforts pour tirer une femme des décombres. Ces sauveteurs français, ces médecins, eux aussi doivent partir. Alors évidemment, ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est que ces secouristes, ces sauveteurs français, eh ben, ils sont un petit peu amers parce qu'eux, ils restent persuadés qu'il peut encore exister des chances de retrouver des survivants dans quelques poches de survie. Alors pour être tout à fait honnête, il faut comprendre aussi le point de vue des autorités turques qui mettent en avant 2 autres priorités. Tout d'abord, il faut déblayer le plus vite possible pour limiter le risque d'épidémie.
enterrer le plus vite possible les cadavres. Et deuxièmement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, aujourd'hui il y a des pluies torrentielles qui sont abattues sur la région. Il faut s'occuper de toute urgence du problème des sans-abri. Il y en a plus de 200 000 dans la région et l'on peut comprendre aussi ce soir le point de vue des autorités turques. Merci Claude. Docteur Serdar Dalkic, vous êtes gynécologue à l'hôpital de Longjumeau dans l'Essonne. Vous êtes originaire de la région d'Izmit, dans la région qui a été touchée par le séisme? Absolument, je suis originaire de Bursa qui est 60 km de cette région. Vous revenez de cette région? Je reviens de la Turquie. Alors, vendredi, oui. Quels sont les besoins médicaux, matériels, médicaments? Et on a besoin de beaucoup de médicaments, surtout les antibiotiques et les antiseptiques, les médicaments pour réanimation. Il y a toute une liste où vous allez passer tout à l'heure. On va voir sur une adresse internet du site médical. Dizaines de médicaments. Les associations turques se sont regroupées, puis ce sera sur l'adresse de tout. Donc il y a un réel besoin médical, contrairement à ce qui a été dit pendant un temps. Il y a un réel besoin médical, mais pas au niveau de médecins, pas au niveau de chirurgiens, mais c'est surtout au niveau des médicaments et au niveau du matériel. On a besoin aussi des vêtements, des produits alimentaires secs. On a besoin surtout des tentes, des couvertures, des masques d'hygiène, des gants plastiques. Et on a aussi besoin beaucoup de groupes électrogènes parce qu'on n'a toujours pas rétabli l'électricité. Et la communication est encore très difficile à faire. Comment expliquez-vous, docteur, cette polémique et notamment le ministre de la Santé qui dit non, on va se débrouiller nous-mêmes, on n'a besoin de rien? Je pense que pour l'instant, l'heure n'est pas à la polémique, mais surtout à la solidarité. Il faut aider la Turquie de se sortir de cette affaire. Et après, je pense qu'on va tirer des leçons de cette histoire. Et puis, s'il faut régler nos comptes... Vous êtes parti rejoindre votre famille? Je suis allé récupérer mes enfants. Voilà, je suis allé récupérer mes enfants que j'avais laissés chez ma mère là-bas. Et j'ai passé 3-4 jours. Vraiment, la situation est beaucoup plus dramatique que ce qu'on peut imaginer avec ce qu'on voit ici à la télévision. Il y a des milliers et milliers de bâtiments qui sont effondrés. Il y a des milliers et des milliers de gens qui, désespérés, attendent qu'on sauve peut-être encore leurs proches, et qu'on sorte sinon leurs morts pour pouvoir les enterrer. Vous avez été très choqué par ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé? On a été tous très choqués. Et l'aspect colère de la population existe effectivement? Pour l'instant, plus que la colère, c'est encore l'espoir de trouver leurs proches, de chercher l'information concernant leurs proches. Mais bien entendu, quand vous allez dans une ville où il y a des centaines de bâtiments effondrés, et quand les aides arrivent, les gens ils veulent être premiers servis. Alors donc pour les besoins et pour les aides, on va redonner l'adresse internet du site médical sur lequel vous-même vous avez lancé un appel. C'est comme ça que nous vous avons demandé de venir ce soir. Et puis l'Union des associations turques est regroupée, je signale aussi, sur le site internet de France 2. Merci docteur. Merci. Au Daghestan, petite république russe dans le Caucase, les bombardements des forces russes sont repris. Les insurgés séparatistes islamistes auraient annoncé leur retrait des zones de combat, mais les militaires russes n'y croient pas et multiplient les communiqués quasiment victorieux, disant notamment qu'ils ont conquis la ville de Tango, bien que les bilans des nombres de morts par dizaines et du nombre de blessés par centaines confirment l'incertitude sur l'état actuel de ce conflit au Daghestan. Au Kosovo, près d'Oraovac, la population albanaise a tout fait aujourd'hui pour empêcher l'arrivée des troupes russes, membres de la force internationale, la KFOR. Ces soldats devaient se déployer sur les hauteurs de cette ville d'Oraovac où sont retranchés 2000 Serbes. Commentaire Gérard Grisbeck. De grands embouteillages, le Kosovo en a connu beaucoup ces derniers mois, mais cette fois, c'est volontaire. Il s'agit d'un barrage, les 3 routes d'accès au village ont été bloquées par des Albanais qui refusent l'accès aux soldats russes accusés de soutenir les Serbes. Notre protestation ne durera pas qu'une journée, car l'existence du Kosovo dépend de notre action. Malgré la détermination des villageois, des soldats russes de la KFOR s'avancent. Quel est le problème ici? Le problème, ce sont les Russes. Nous resterons ici jusqu'à ce que l'on vienne nous dire que les soldats russes n'entreront pas ici. L'échange de propos se poursuit fermement, mais sans incident. Les 50 premiers soldats russes devaient se déployer pour protéger les 2000 Serbes retranchés sur les hauteurs du village. Vendredi dernier, à cet endroit, 3 Serbes soupçonnés de crimes de guerre ont été arrêtés par des soldats de l'ONU. Les Albanais en tirent argument pour empêcher la présence de Russes
soupçonnés de protéger les criminels de guerre. Finalement, en fin d'après-midi, les soldats sont partis, mais ils reviendront demain. Dans la bataille bancaire française engagée entre la BNP et la Société Générale, ces dernières heures, on a fait les comptes. La BNP aurait recueilli plus de 37% du capital de la Société Générale. Demain, le comité des établissements de crédit doit entendre les présidents respectifs de la Société Générale et de la BNP pour tenter de donner, avant la fin de cette semaine, un avis permettant ou non le contrôle de l'une par l'autre ou l'indépendance de la Société Générale. Les syndicats de celle-ci viennent à la rescousse de leur direction en exprimant maintenant leurs inquiétudes. Explication avec Émilie Lançon et Jean-Louis Boussert. C'est ici, derrière les murs de la Banque de France, que prendront fin demain 6 mois de bataille boursière acharnée. Les présidents de la BNP et de la Société Générale vont défendre l'un après l'autre un projet pour leur banque. Les 11 sages du comité des établissements de crédit devront ensuite trancher. À la Générale, on veut encore y croire. Ce matin, les syndicats ont donné une dernière conférence de presse. Ultime tentative, désespérée. À désespérer, sûrement pas, non, parce que on n'est pas tout seul. Il y a quand même les 30 000 salariés de la Société Générale derrière qui pèsent, et ça fait du poids. Qui ne mettrait pas la pression sur tous les intervenants d'ailleurs depuis plusieurs mois, puisque je crois que l'enjeu est important. L'enjeu, c'est la sauvegarde des emplois. Les syndicats redoutent que la création d'un géant français de la banque n'entraîne des licenciements. Pour eux, quoi qu'en dise la BNP, mieux vaudrait jouer la carte d'un partenariat européen. Il n'est pas question que la Société Générale se vende à l'étranger, il est question simplement qu'elle organise en fait son activité avec des partenaires européens, espagnols ou hollandais. À la BNP, on lâche un peu de lest. Désormais, on ne parle plus de fusion, mais de rapprochement entre les deux banques. Mais dans le même temps, on n'oublie pas de faire savoir que de nouveaux actionnaires ont apporté leur soutien au projet BNP. La BNP qui assoit chaque jour un peu plus son contrôle sur la Générale. Il y a de plus en plus de salariés payés au SMIC en France. Les personnes dont le salaire correspond au minimum légal ont augmenté de plus de 4% en 4 ans et ce sont encore et avant tout des femmes. C'est l'hôtellerie et la restauration qui demeurent le secteur employant le plus de smicards. Des syndicats et des partis de gauche, dont Sud et la Ligue communiste révolutionnaire, soutiennent les protestations des paysans contre les sanctions américaines sur les produits français et les ventes à perte de fruits. Aujourd'hui encore, une trentaine d'agriculteurs manifestaient devant un McDo de Clermont-Ferrand, rassemblement pacifique et goûteux, puisque l'on pouvait déguster du Roquefort. C'est la Confédération paysanne qui mène la protestation. L'un de ses responsables est toujours emprisonné après le saccage d'un McDo dans l'Aveyron. Alors pour mieux comprendre ce qu'est cette Confédération paysanne, les explications de Yann Fronty, Olivier Sioux et Michel Hiver. Aujourd'hui encore, les agriculteurs ont dénoncé les sanctions douanières. La cible, toujours la même, McDonald's, symbole de l'impérialisme américain. Des actions parfois violentes, comme ici le 12 août dernier où un restaurant avait été saccagé. À la tête de ces manifestants, José Bové, représentant et créateur de la Confédération paysanne, un syndicat très actif sur le terrain. Depuis ce coup d'éclat, José Bové a été incarcéré malgré les manifestations de soutien. Dernier fait d'armes pour ce militant déjà condamné à plusieurs reprises. Pour lui, tout commence ici dans les années 70. Jeune éleveur de brebis, il mène le combat contre les militaires qui voulaient étendre leur terrain de manœuvre sur les plateaux du Larzac. Ça a été aussi l'erreur qu'ont fait les militaires quand ils ont voulu faire leur camp militaire, c'est qu'ils croyaient que le Larzac c'était qu'une bande de paysans arriérés, sans machine, sans matériel. Alors ils se sont aperçus qu'ils avaient envie de vivre là et donc ils s'étaient équipés pour ça. En 20 ans, José Bové a évolué, tout comme le syndicat qu'il a créé. Très à gauche à l'origine, la Confédération paysanne s'est rapprochée peu à peu du mouvement écologiste. Aujourd'hui, la Confédération est devenue incontournable et représente plus de 20% du monde agricole. Aux dernières élections professionnelles, elle a d'ailleurs remporté la présidence de la Chambre d'agriculture du Finistère, où le problème de la pollution de l'eau préoccupe de plus en plus d'agriculteurs. La Confédération paysanne fait la différence par rapport aux problèmes liés à la qualité de l'eau, donc tous les problèmes environnementaux, mais pas seulement celui-là. Il y a également, je crois, qu'une volonté très très forte de prendre en compte justement toute la dimension humaine, la dimension sociale de l'agriculture. Mais malgré cette importance grandissante, la Confédération paysanne se retrouve bien seule aujourd'hui dans toutes ses luttes.
Alors désolé pour ceux qui jouissent encore de leurs vacances, il faut parler rentrée scolaire, même si officiellement pour la majorité ce sera le 2 septembre pour les enseignants et le 6 septembre pour les élèves. Déjà, le quart des écoles primaires effectuent une rentrée anticipée dès demain, ayant choisi d'aménager les semaines de travail soit sur 4 jours ou bien de modifier les rythmes scolaires. Ainsi, pour ce dernier cas, en Haute-Saône, où les préparatifs constatés par Hélène Hugues et Marie-Pierre Cassinière se poursuivaient aujourd'hui. Plus le temps de flâner entre les rayons, il faut aller à l'essentiel. Pour eux, la rentrée des classes, c'est déjà demain. Thibaut et Elodie sont jumeaux. Ils entrent en CM2 avec 2 semaines d'avance sur la rentrée officielle. Le cartable lourd, mais le cœur léger. Même si les vacances sont écourtées, le temps perdu maintenant se rattrapera. Eh ben, j'aime bien l'école parce qu'on fait plein de choses intéressantes et on n'a pas école lundi et le vendredi après-midi. 2 après-midi libres par semaine et pas d'école non plus le samedi matin. L'expérience des rythmes scolaires aménagés est menée depuis 3 ans à l'école primaire de Maillet. Les 84 élèves ont sur l'année autant d'heures de cours que dans n'importe quelle autre école primaire. Elles sont simplement réparties autrement sur la journée, la semaine et l'année. Les journées ne sont pas plus longues. De toute façon, on a au maximum 6 heures d'enseignement par jour pour le mardi et le jeudi, ce qui est 6 heures de cours, ce qui est standard, je dirais, en France. Et il y a 3 matins où on n'a que 4 heures d'enseignement, donc une journée beaucoup plus courte pour les apprentissages. Et ces matins-là particulièrement, on est beaucoup plus décontracté en classe et les apprentissages s'en ressentent nécessairement. Les 2 après-midi sans cartable, des activités culturelles et sportives sont proposées aux enfants. La commune a recruté des animateurs qualifiés. Alors l'essentiel, c'est vrai, de notre rôle, c'est l'organisation des 2 demi-journées, lundi et vendredi après-midi, libérées dans la semaine. Alors les activités qui sont proposées sont libres, les enfants ne sont pas obligés d'y venir, elles sont gratuites. Même si à Maillet, certains parents d'élèves constatent une légère fatigue de leurs enfants en fin d'année scolaire, ils approuvent chaque année massivement le système en place. Réapparition judiciaire de l'ancien préfet de Corse, M. Bernard Bonnet. Cette fois, c'était en tant qu'ancien préfet des Pyrénées-Orientales. Il était entendu par un juge d'instruction de Perpignan. Il s'agit d'une affaire compliquée d'aménagement foncier et de l'acquisition d'une propriété par une société immobilière parisienne. Selon l'avocat de M. Bonnet, il n'y a aucune véritable charge contre celui-ci dans ce dossier. M. Bonnet avait été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt. En Corse, après la revendication d'un meurtre par l'organisation clandestine Armata Corsa, un journaliste du quotidien Corse Matin avait été placé en garde à vue hier à Porto Vecchio. Corse Matin avait reçu cette revendication, l'avait publiée. Le journaliste a été relâché ce matin. Le meurtre revendiqué par les nationalistes d'Armata Corsa a été commis le 21 juillet dernier. À Vaison-la-Romaine, 3 personnes sont mortes et 4 autres blessées dans l'incendie d'un immeuble du centre de la ville. Une explosion a précédé l'incendie au rez-de-chaussée de l'immeuble dans un café-restaurant. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un acte criminel. 3 personnes ont été interpellées. Elles auraient voulu se venger après leur licenciement du restaurant. C'est un événement sportif et un beau symbole. Le titre de championne du monde de l'heptathlon pour Eunice Barber est le 3e titre dans l'histoire de l'athlétisme français. Alors précision, l'heptathlon c'est dans le désordre, 800 mètres, 200 mètres, 100 mètres haies, la hauteur, la longueur, le lancer du poids et le lancer du javelot. Nous retrouverons Eunice Barber en direct de Séville dans quelques instants. Avec elle, c'est un nouveau symbole de la réussite d'une athlète née à l'étranger, souvent des athlètes nés en Afrique. Reportage Christelle Bertrand, Christophe Vignal. Eunice Barber, championne du monde de l'heptathlon, le drapeau français sur les épaules, va entendre la Marseillaise pour la première fois dans une compétition internationale. Il est bien loin le temps où Eunice sautait ses premiers relais en Sierra Leone, son pays d'origine. Sur ce document amateur, Eunice n'a pas encore la technique, mais elle a déjà la vitesse. Repérée par l'attaché culturel de l'ambassade de France, Eunice arrive à Paris en 1991. Son nouveau passeport français lui est délivré le 2 février 1999. Une championne sans frontières qui savourait hier soir les fax de félicitations envoyés du monde entier. Plus vive félicitations. Pour ma part, j'ai vécu avec intensité un grand moment d'athlétisme qui m'a procuré beaucoup d'émotions et de joie. Bravo à mes gens. Oh, c'est sympa, effectivement.
Après son triomphe, le hall de l'hôtel est bleu-blanc-rouge. Tout juste naturalisé et déjà titré, à 24 ans, Eunice est la nouvelle locomotive de l'équipe de France. En fait, il y a 6 autres athlètes de ce profil dans l'équipe. Ils ont tous un fort potentiel. Pour la direction de l'équipe, c'est une chance, mais pas de l'opportunisme. Pour moi, le mot légion étrangère ne correspond pas du tout à ce qui se passe au sein de l'équipe de France, avec effectivement des gens qui étaient, il y a quelques années, d'une autre nationalité. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans le paysage athlétique depuis de nombreuses années, qui ont des entraîneurs français. Et ce sont des gens qui sont excessivement bien intégrés au sein de l'équipe de France. Et pour nous, il n'y a pas de problème, ce sont des Français à part entière et on les considère comme cela. Et même, je dirais, vu ce qui s'est passé hier avec la médaille d'Eunice, ce sont maintenant des chefs de file de l'athlétisme français. Jérôme Romain est l'exemple le plus typique de l'équipe. Le triple sauteur ne parle pas un mot de français, mais anglais. Il habite aux États-Unis, il est originaire de la Dominique et est devenu français à 28 ans. C'est la mascotte du tricolore, il fait beaucoup d'efforts pour s'y intégrer. Aux âmes citoyens, formez-vous bataillons, ma soeur, que ça après. Bonsoir Eunice Barber. Bonsoir. Vous avez votre médaille autour du cou, on peut la voir votre médaille là? Bien sûr, je vais vous la montrer. Ah oui, ça c'est bien ça. Oui. Bon, Jérôme m'a fait un petit peu rire. Oui, je comprends, oui. Comment vous vous sentez? Sur un petit nuage? Comment? Ah bien, là, je suis vraiment sur un petit nuage. C'est comme si je suis en train de rêver tout ce monde autour de moi, l'hymne national de la française, c'est émouvant quoi. Vous vivez un peu comme un symbole maintenant, le symbole de quelqu'un qui est né en Sierra Leone, qui s'est intégré à une autre communauté. Est-ce que vous vivez ça comme ça? Moi, je vis comme une athlète qui a envie de faire quelque chose. C'est vrai, je suis née en Afrique et bon, je suis très fière, quoi. Bon, tout ce que je voulais, c'est de faire plaisir à tout le monde et tous ceux qui ont confiance en moi, quoi. Et bon, je suis très, très contente. Alors, vous savez qu'à mes côtés, il y a Dominique Dufour, qui est... Alors, vous pouvez converser. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Dominique Dufour? Howdy, buddy. Vous l'avez entendu? Ici. The body fine. Yes. Alors pour les téléspectateurs, je dois dire que Dominique Dufour était attaché d'ambassade de France à Freetown, en Sierra Leone. Et c'est vous qui... Comment il vous a découvert? Comment vous l'avez rencontré? En tout cas, je faisais... c'est lui, hein, il va vous expliquer. Je faisais Intersec. Intersec, c'est des compétences scolaires, mais c'est très très bien parce qu'il y avait toutes les écoles qui participent. Et je faisais jusqu'à 1500 matchs, quoi. Et bon, là-dessus, il m'a repéré. Je ne savais même pas qu'il m'a filmé. Et bon, c'était super, quoi. À la fin, j'ai rejoint son groupe. Et bon, c'est lui qui m'a fait découvrir Heptathlon. Et bon, la suite, vous avez vu, quoi. Oui. Alors, quelles sont les qualités et les défauts de Eunice Barber? Vous avez tout vu, il y a une petite, un petit passage sur le 100 mètres haie. Bon, fallait quand même voir qu'elle était bonne. Elle sautait à pieds joints à chaque fois. Oui, mais enfin, le temps est pas si mauvais si on le chronomètre, malgré une technique redoutable. Donc, elle avait des qualités d'endurance, de résistance, de vitesse, d'explosivité. Et puis un peu plus tard, j'ai découvert qu'elle avait un bras, parce que les balles lestées, quand elle les envoyait, elles arrivaient fort dans les portes du stade. Mais vous étiez attaché culturel, vous auriez pu lui faire du cinéma ou du théâtre, puisqu'elle aime faire ça. Moi, j'étais attaché linguistique, puis attaché culturel après. On faisait plein de choses, mais pour moi, c'était un peu mon jardin privé, mon jardin secret, l'athlétisme en Sierra Leone. C'était extra professionnel, même si j'ai pu bénéficier d'aide française et de la région Champagne-Ardenne. Eunice Barber, c'est vrai que parmi vos rêves, il y a le théâtre, le cinéma, le showbiz. Ah oui, Dominique m'a connaît un petit peu parce que c'est lui qui m'a interdit un petit peu de faire le foot. Hein, et parce qu'il m'a dit si tu veux faire athlétisme, il ne faut pas faire le foot, des trucs comme ça. Oui, j'ai fait un petit peu de théâtre et j'ai fait du show, quoi, du spectacle avec mes amis. On a monté une groupe de rap et on fait du spectacle, quoi. Moi, j'aime ça et j'aime bien plein de choses dans la vie, quoi. Ah, vous chantez en plus? Un petit peu, pour le moment, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, j'ai pas une bonne voix en tout cas, mais j'aime bien. Vous pouvez pas essayer là ce soir. Vous pouvez pas essayer là ce soir.
Ah non, non, je ne peux pas essayer. Non, je ne peux pas essayer pour le moment. Alors, quels sont vos rêves maintenant? Parce que vous avez atteint le titre suprême. Quels sont vos rêves maintenant? Par rapport à ce que j'ai fait ces 2 jours, et suite, après une blessure, je crois que je vais faire des bons trucs, notamment sur le 200. Je vais essayer d'améliorer beaucoup sur les haies aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup s'entraîné dans certains domaines. Et je souhaite seulement de continuer le sport avec le plaisir et de continuer à faire encore plus que j'ai fait ce week-end passé. Vous savez qu'en même temps, vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Bon, si ça vous a fait plaisir, je suis contente. C'est bien. Vous avez encore quelque chose à dire à Dominique Dufour? Moi, je voulais le remercier pour son patience parce que je me rappelle, j'étais blessée et j'ai pleuré et j'ai dit je ne peux pas faire et il m'a dit bon, je vais te ramener, mais bon, elle a été très patiente avec nous. On était nombreux dans son club, mais c'est un mec excellent quoi. Il est simple et bon, c'est ce côté j'aime bien quoi. Merci beaucoup Eunice Barber d'avoir été en direct avec nous de Séville. Bravo et bon, bah, pour la suite, ça va encore mieux marcher. Merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Dominique Dufour, elle peut progresser encore de ce que vous savez d'elle? Ah oui, bah, au poids, elle a gagné qu'1 mètre depuis qu'elle est en France, alors qu'elle a gagné beaucoup plus de points. C'est très dur les pentathlons, 7 épreuves, elle aurait pu en faire qu'une, se spécialiser. Elle peut passer au décathlon la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. Il faudra 3-4 ans pour la perche, c'est tout. Mais... Vous êtes fier là d'avoir été à l'origine? Je suis fier d'avoir commencé ce projet, et puis surtout qu'il ait apporté ça à la fin en plus, mais je préférerais que ça continue avec d'autres. Merci beaucoup. Merci. On vient de l'apprendre, il y a eu une collision à Cologne en Allemagne entre 2 tramways qui circulaient dans le sous-sol de la ville. Près de 70 personnes auraient été blessées, dont 7 grièvement dans cette collision entre 2 tramways dont nous venons de recevoir ces premières images. Un parfum discret mais tenace de scandale dans les services secrets militaires suisses. Le ministre de la Défense helvétique évoque pêle-mêle un trafic d'armes, une criminalité organisée, voire une armée secrète. Les sommes détournées seraient d'environ 5,4 millions d'euros. Commentaire Laurent Boussier. Ça n'aurait pu être qu'une sordide affaire de détournement de fonds. Mais de révélations, découvertes, d'arrestations en limogeage, le scandale des fausses factures des services secrets suisses devient une affaire d'État. Tout commence le 13 août dernier avec l'arrestation à Berne de cet homme, Tino Bellasi, un ancien comptable des services de renseignement de l'armée suisse. Il est soupçonné d'avoir détourné du budget de la défense 8,5 millions de francs suisses, un peu plus de 34 millions de francs français. Pour les enquêteurs, cet argent avait été détourné à des fins d'enrichissement personnel. Oui, mais voilà, en prison, Dino Bellasi parle. Ces millions auraient été utilisés à la demande de ses supérieurs pour acheter des armes et pour mettre sur pied une armée secrète. Stupeur à Berne, enquête approfondie, fouille au ministère de la Défense et découverte il y a 4 jours d'un véritable arsenal secret, 200 armes de précision et leurs munitions. L'affaire prend alors une dimension nationale. Cette affaire pourrait prendre des dimensions que même en rêve, nous ne pouvions imaginer, et qui auraient pour mots-clés trafic d'armes, entrepôt d'armes, criminalité organisée et création d'une armée secrète. Et le ministre de la Défense d'annoncer dans la foulée le limogeage du patron des services de renseignement militaire. Mais au ministère de la Défense, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Le comptable a-t-il agi seul? Comment, dans un système si surveillé, a-t-il pu détourner autant d'argent? D'où viennent ces armes et à qui étaient-elles destinées? Ce matin, la presse helvétique évoquait pêle-mêle une armée secrète suisse, des services de renseignement serbes et surtout les mafias qui grouillent dans l'ex-URSS. Pour le cinéma, cette semaine, le coup de cœur va au film réalisé par Anne Fontaine. Le titre peut surprendre, Augustin, roi du kung-fu, mais c'est un voyage original dans un arrondissement de Paris où la communauté chinoise est importante. Augustin, qui est joué par Jean-Chrétien Sibertin Blanc, est une sorte d'extraterrestre malade des arts martiaux. Nicole Cornu-Langlois et Bernard Connor nous présentent. Je suis un sportif de haut niveau. Je pratique la boxe chinoise. Est-ce que je vais jouer dans les films de kung-fu? Mais j'ai pas l'impression qu'en France on fasse beaucoup de ce genre de films, non? Oui, je sais que ça paraît un petit peu possible.
Impossible non, tout dépend de l'idée que l'on se fait du kung-fu. La réalisatrice Anne Fontaine entraîne Augustin, le héros de son film, dans le quartier chinois de l'Est parisien, première étape de son rêve de kung-fu. Et c'est là que nous l'avons retrouvé, entre gratte-ciel, temple et galeries asiatiques, en compagnie de l'étrange acteur Jean Chrétien, Sibertin, blanc. C'est avec cette allure de Je trouvais amusant l'idée qu'un personnage aussi raide, aussi efflanqué, tel qu'est Augustin, puisse se rêver un héros, un futur Bruce Lee. Bon, il y avait un tel décalage entre sa réalité et son rêve. Je trouvais que c'était ludique et en même temps assez beau, parce que j'étais assez admirative, moi, des films de kung-fu. Son kung-fu, c'est une sorte de, je dirais, une sorte de kung-fu platonique. C'est-à-dire que, en fait, il a aucun sens du réel, Augustin. Il est complètement dans son monde. Et disons que sa phobie des contacts physiques, c'est une sorte de phobie du réel, finalement. Et ce réel, il le découvre en venant à l'étranger, enfin à l'étranger à Paris. Dans cette quête intensive de la Chine, Augustin rencontre des personnages étonnants, comme ce vendeur joué par Darry Cole. Mais ça se met partout, dans le hall d'entrée, dans la chambre, dans le living, pas dans les toilettes, quoique. Je suis bien chez le Dr Ling. Il rencontre aussi une séduisante doctoresse, interprétée par Maggie Cheung, star du cinéma chinois. Vous sentez la chaleur? Ah oui, c'est chaud. C'est même très chaud. Ça va aller partout, dans tout le corps. Un film insolite, drôle et magique, qui nous fait découvrir d'excellents acteurs, mais aussi un quartier proche et loin de nous. Augustin, roi du kung-fu, et la sortie est prévue donc mercredi sur les écrans. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les informations concernant les suites du séisme en Turquie. 6 jours après, on parle déjà de 40 000 morts selon l'ONU, avec l'annonce ce soir, Claude Sampère nous l'a confirmé, départ des sauveteurs français, mais arrivée en même temps de personnels médicaux d'un certain nombre d'hôpitaux pour administrer des soins. Il y a des besoins en soins médicaux, en matériels médicaux. Tous les détails sont sur l'adresse internet de France 2, vous verrez dans le générique. La météo vous sera présentée par Sophie Davant juste après ce journal. Après le téléfilm Nouvelle vie, nouvelle donne, à 0h05, très précisément, le journal de la nuit vous sera présenté par Frédéric Crottard. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Yannick Le Tranchant recevra Michel Bon, le président de France Télécom. Et puis à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. À demain 20h, bonsoir, merci.